Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à Vue d'ici. Ce soir, on parle des compressions budgétaires dans le réseau de la santé Lanaudois, alors que le CIS de Lanaudière a dû réduire ses dépenses de 40 millions, menant à l'abolition de plus de 150 postes au sein de ses effectifs. On en parle avec un représentant du syndicat des travailleuses et des travailleurs du CIS de Lanaudière affilié à la CSN. Dans le cadre de sa chronique mensuelle, le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière aborde la question des PFAS, des polluants internels que l'armée canadienne fait traiter à Mascouche. Ce qui a fait dire à Luc Thériault, le député de Montcalm, qu'il n'était pas question que Montcalm devienne la poubelle du Québec. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous car ça commence maintenant. L'été dernier, le syndicat des travailleuses et des travailleurs du CIS de Lanaudière, CSN, a réalisé une tournée de plus de 70 installations du réseau pour rencontrer les employés. Malgré les discours rassurants, ils jugent que les patients et le personnel vivent des impacts bien réels. On en parle avec le président de ce syndicat, M. Simon Deschênes. Bonsoir, M. Deschênes. Bonsoir. Bienvenue à Vue d'ici. Bien, merci. Donc, on parlait de la tournée. Donc, c'est une tournée importante que vous avez faite dans des installations. Qu'est-ce qu'on peut... Quand on parle d'installation, c'est... Oui, installation, c'est une terminologie du réseau de la santé centralisé. En fait, les installations, c'est des endroits physiques où se retrouvent des gens qui travaillent dans le réseau de santé. Ça peut être des CLSC, CHSLD, les deux grands hôpitaux de la Lanaudière, des centres de réadaptation, j'en passe. Donc, tout ça, ce sont tous des installations, on pourrait dire des adresses civiques, pour résumer. Donc, plusieurs lieux qu'on a parcourus dans la région de la Lanaudière parce que chaque été, on le fait de toute façon, rencontrer nos membres. Et là, cette année, c'était le sujet de l'heure, c'était les fameuses compressions budgétaires. J'aime rappeler aux gens, on donne le terme rigueur budgétaire quand c'est la Santé Québec qui parle, notre employeur. Rigoureux, c'est rassurant. Oui, bien, tout le monde souhaite qu'on soit rigoureux avec l'argent des fonds publics. Par contre, là, en se promenant sur le terrain, on voit le retour de ça, l'impact, il est réel. C'est ça. Il y a plusieurs. Vous avez parlé d'abolition de postes. Pour la CSN, les membres CSN, c'est 90 postes que des gens détenaient qui ont justement aboli. En plus de tous les postes vacants, mais j'aime souligner que quand ils sont vacants, c'est pas nécessairement parce qu'ils ne sont pas nécessaires. Ça a été coupé. L'employeur dit que c'est des surplus. Nous, on veut quand même... nuancer ça, oui, j'imagine. c'est parce qu'en fait, les surplus, c'est la petite marge de manœuvre qu'on peut se donner parce que malheureusement, notre réseau de santé est l'un de ceux qui est le plus visé par des arrêts de travail, des maladies, des cas de violence au travail aussi. Donc, c'est sûr que notre marge de manœuvre, on vient de se la couper. En CHSLD, on le ressent d'autant plus parce que les préposés à l'unité ont été retirés et c'est ceux qui donnent un petit peu d'oxygène aux préposés bénéficiaires pour pouvoir donner des soins directs aux patients, s'en occuper comme on souhaite s'en occuper. Ça, c'est pour les abolitions de postes parce que si on continue la tournée, parce qu'on va dans des CLSC et autres, le gel d'embauche, les travailleurs de l'ombre que j'appelle, qui sont les gens du secteur bureau, administration, l'informatique, entre autres. Celles qui secondent, finalement, toute l'équipe oui, c'est ça. Exactement. Puis je crois que le ministre, quand il dit on a gelé l'embauche de ce personnel-là depuis décembre dernier, on dit que c'est parce qu'ils ne donnent pas des soins directs aux patients. Mais un exemple concret, quelqu'un qui travaille à la liste de rappel pour appeler des gens qui rentrent demain parce qu'il manque des gens, je veux dire, il n'y en aura pas de soins aux patients. La paye, si personne nous règle nos payes, pensez-vous que les gens vont travailler gratuitement? Assurément pas. Fait que c'est un peu hypocrite de dire qu'on coupe là, on fait des économies là-dessus, alors que là, les troupes sont sous pression, en manque d'effectifs. Le travail administratif, c'est un travail très lourd, même si on n'est pas aux patients. Ça, c'est clair. Puis tout en plus qu'actuellement, avec tout ce qu'on entend, là, les médecins, il y a quand même du mouvement, donc ça risque de créer une pression d'autant plus importante sur le réseau. Là. J'aime que vous abordiez les médecins parce que, au-delà du combat qu'ils mènent, qu'on respecte, de notre côté, ils le disent eux-mêmes, ils ont besoin de personnel de bureau et de l'administration, puis c'est eux qui désengorgent le réseau qui permet de faxer des documents. De faire plus d'opérations, d'avoir plus de c'est ça. de Ce qu'on souhaite, terrain, c'est que nos professionnels en santé générale puissent donner plus de temps aux patients et être moins dans la bureaucratie. Là, on est beaucoup plus forcé à y être, puis les agents administratifs n'étant pas là, les techniciens ou autres, bien, c'est une des conséquences. Mais ça, c'est
c'est un volet parce qu'il y a aussi ce qui se passe dans les centres jeunesse, les RAC, les centres où on envoie souvent des jeunes. C'est quoi RAC? Résidence à assistance continue. Merci. Résidence à assistance continue, oui. Excusez la terminologie. Des fois, on s'en perd nous-mêmes. Là-bas, le visage de la jeunesse change beaucoup. Je dois avouer que moi, j'ai été surpris. Je croyais que c'est dans les films qu'on voyait ça. Non, dans l'Anaudière, des réseaux de proxénètes, des gangs de rue qui intimident les gens autour du CLSC. Récemment, on a eu tristement une travailleuse qui s'est fait attaquer, laissée pour morte, un règlement de compte d'un jeune. Heureusement, elle est toujours en vie, mais probablement pas, elle ne reviendra pas au bercail sous peu parce que ça doit être extrêmement traumatisant. Ça l'a été pour toutes les équipes. Ça fait des années qu'on dit à l'employeur, il faut qu'il soit plus nombreux dans des endroits difficiles comme ça, où c'est risqué, autant pour la clientèle que le personnel. Faute de budget, on s'en tenait à une personne dans chaque département. Bref, la CNESST a débarqué récemment suite à ces événements-là et a ordonné à ce qu'il y ait toujours 2 personnes en surveillance en tout temps. Alors, ça nous protège, nous, ça protège la clientèle aussi. T'sais. Un changement social là, qui Exactement. L'itinérance, c'est un concept qui existait peu ou pas dans l'Anaudière il y a 20-25 ans, mais aujourd'hui, c'est au quotidien que ça se vit. Le problème du logement, entre autres, là, c'est un problème social très omniprésent. Fait que oui, les conséquences sont là. Il faut les encadrer, les jeunes, il faut leur donner une chance dans la vie, puis c'est le moment pour le faire, mais là, on n'a pas assez de professionnels pour le faire. Puis parce que la CNESST ordonne par une loi, là, on débloque. Mais fait cocasse, ma direction a dû communiquer avec Santé Québec pour autoriser le budget. Tu sais, la CNESST fait un ordre, puis toi, tu dis, bien, avant tout, il faut que je demande à Santé Québec. On n'a plus beaucoup d'autonomie dans les régions, on le constate. Vous avez lancé un programme, une initiative qui s'appelle « Je dénonce ». Oui, justement, la campagne « Je dénonce », elle a 2 objectifs. Le premier, c'est que on est en politique, hein? Et on n'a pas le choix de le dire. C'est un monde politique. Notre PDG est rendu un politicien au nom de Santé Québec et rigueur budgétaire, tout va bien. Donc, nous, on a de la misère à avoir le portrait. La population a de la misère à savoir ce qu'il y en est vraiment. Les gens sur le terrain, il n'y a rien de mieux pour savoir ce qu'il y en est vraiment. La population, la clientèle, en fait, puis les employés. Donc, la campagne Je dénonce demande aux gens, oui, de dénoncer ce qu'ils considèrent comme des effets des coupures. Puis, il y a la commissaire aux plaintes. Pour ce qui est de la clientèle, ça existe, c'est prévu à la loi et elle se doit de faire des rapports de ça. Mais les membres aussi nous informent. Donc, tout ce que je vous raconte depuis tantôt, justement, vient de la base, vient des gens du terrain et j'ai validé ces choses-là. Je vous arrive pas avec des faits. Là. Oui, documenté. La direction tricote, mais c'est ça qui est ça. C'est la réalité qu'on vit parce qu'on est en opération de rigueur. Les prêts d'équipement à soutien à domicile, les gens qui ont besoin d'un appui-bras dans la salle de bain pour aider au nettoyage, tout ça, on coupe ça, des équipements de moins de 300 $. Et là, le PDG, je dis là, c'est des coupures directes. Il me dit, ouais, mais c'est pas prévu au régime public. L'Anaudière, on était une exception. On offrait plus de services et là, on le coupe ça. On parlait du coût de la vie. Puis là, imaginez-vous que quelqu'un se dit, bon, un équipement à 100 $ ou du pain sur la table demain. Le choix va être assez clair. Mais là, c'est notre personnel qui se met en danger quand il rentre à domicile, qui n'a pas les équipements pour faire les choses comme il le faut. Fait que pour nous, c'est préoccupant. On a des entrepôts jusqu'au plafond d'équipements médicaux qu'on utilise qui dort et qui n'est pas utile. Parce que la manutention, le transport, les réparations, oui, ça génère des coûts, mais ça ne devrait pas. On nivelle vers le bas. Chaque réforme, de toute façon, on l'a vu, c'est toujours de niveler vers le bas. Et puis, rappelons que la réforme de Dubé, c'était pour rendre plus efficace le réseau de la santé. Là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont efficacement trouvé moyen de siphonner plus d'argent dans le réseau public au détriment de la clientèle. En CHSLD, les aînés, je parle souvent de ma grand-mère dans ce temps-là, les desserts. Ils ont revu tous les menus pour économiser. On a renégocié même le céleri. Et là, on n'a plus de petites tartes pour c'est un milieu de vie, les CHSLD, c'est pas un hôpital. Là. Ils mangent du pudding, ils mangent du jello. On a vu hier au CHSLD Saint-Donat, on capotait. Maintenant, ils donnent une mince tranche de melon au miel, c'est le dessert. Fait que, tu sais, le milieu de vie, la qualité, ces gens-là ont payé toute leur vie des impôts, ils ont servi le Québec, puis là, c'est comme ça qu'on les remercie. Rigueur budgétaire, non. C'est de l'austérité, c'est extrêmement décevant de voir qu'on est obligé de répondre à notre clientèle, désolé. C'est comme ça. Tu sais, c'est délicat, là. Notre lien d'emploi avec l'employeur, la loyauté qu'on lui doit, c'est toujours délicat. Est-ce que ça bâillonne un peu les employés d'être capable de déclarer des situations qu'ils vivent? Assurément. Parce qu'on a vu des endroits où il y en a qui ont dénoncé des situations puis ils ont été congédiés pour manque de loyauté envers... Cette loyauté est privée à notre contrat de travail, c'est un fait.
Par contre, c'est idéologique. Moi, je me demande à quel point les contribuables ne sont pas notre employeur en réalité, puis c'est à qui que la loyauté devrait aller. Si on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qu'il y a des conséquences, des décisions qui viennent d'en haut, eh bien, on aurait le devoir de le dire. Mais non, il faut faire attention. Heureusement, bien, les membres, par le biais de cette campagne, nous dénoncent dans la confidentialité. Nous, on fait le travail pour être en mesure d'aller valider ce qui se dit là. Et j'étais allé au CLSC la matin, il n'y a pas si longtemps. On nous dit qu'à cette heure, il n'y a plus d'entretien ménager de jour. On a 200 personnes en moyenne qui passent les portes du CLSC chaque jour. Toutes sortes de dégâts qui peuvent avoir lieu. Là, on n'a plus d'entretien ménager. On dit aux agents administratifs, dans le petit locker, là, il y a ce qu'il faut. Tu vas encadrer le dégât, puis quelqu'un de soir viendra le faire. On n'a pas de fierté de notre établissement de santé, nos CLSC, au cœur d'une solution qu'on les abandonne en ce moment, les CLSC. Puis est-ce que ça ne fait peut-être pas nécessairement centré sur la conversation qu'on a en ce moment, mais le fait qu'il y a eu la création de Santé Québec, est-ce que ça a eu un impact négatif sur ce que vous vivez au quotidien? C'est clair que le gouvernement, dans la pandémie, a réalisé quelque chose. Quand un ministère est imputable de tout ce qui se passe, ça peut coûter cher politiquement. Donc, on se trouve une entité, Santé Québec, Mme Biron, des entreprises privées là, qui ont un monopole. Et puis là, on lui dit, bien, c'est toi qui vas diriger. Mais en fait, on le voit, là, les orientations politiques passent par là. Les réformes qu'on a vécues n'ont jamais donné l'objectif visé. C'est quoi? Comment on fait pour être efficace dans des régions puis représenter notre région qui a des besoins en santé différents quand, en contrepartie, les décisions doivent passer par en haut, les plans du 6 de la Nodière doivent être approuvés, les dossiers positifs pour s'améliorer quand on se parle sur un coin de table avec un gestionnaire. Les gestionnaires nous disent « oui, j'entends ». Malheureusement, en ce moment, un gestionnaire, je ne me mets pas à leur place, mais je trouve ça triste parce qu'ils n'ont plus d'autonomie. Ils entendent à peu près tout ce qu'ils peuvent faire maintenant, écouter, parce que, bien, j'ai pas le budget. Ce n'est pas l'orientation. Fait que Santé Québec, oui, c'est très, très haut, l'entité. Et moi, j'aimerais qu'elle vienne faire des tournées comme j'ai fait cet été pour comprendre. Mais en fait, je me demande même s'ils ne savent pas déjà ce qu'ils sont en train de faire. Ils ouvrent les portes au privé. Ils le disent sans cesse. Ça semble être une solution. Rappelons aux gens que le privé, au bout du compte, coûte plus cher. Puis quand on lui donne un monopole au privé, ils montent le prix. Puis le jour où on sera rendu à ce seuil, ça veut dire que les plus riches, 1 de notre société, là, qui sont ceux qui n'ont pas besoin de passer dans le réseau public pour être soignés, bien, il y a des gens qui vont faire des choix sur la fameuse santé à 2 vitesses. Là, exactement. Il y a une manifestation qui s'en vient prochainement? Oui, bien justement, parce que, tu sais, on en parle beaucoup, tout ce désarroi, mais là, je parle aussi de la crise du logement, la crise climatique. L'inaction politique dans tous les dossiers, les priorités des citoyens ne sont pas celles du gouvernement. Et ça, on veut aller en parler haut et fort. Ça commence par un rassemblement le 29 novembre prochain à Montréal. Il y a un réseau d'autobus qui ramasse les gens partout dans la région, que ce soit nos membres, mais aussi tous les travailleurs de la santé, les familles, les enfants. C'est une manifestation très pacifiste, mais on veut justement envoyer ce message au nom de tous à ceux qui prennent des décisions qui ne semblent pas avoir d'écoute actuellement. C'est triste, c'est déplorable, puis heureusement, parce qu'il y a de l'espoir dans tout, bien, souvent les changements ont passé par, oui, des manifestations par la rue, un message clair, puis après ça, bien, il faudra voir, parce que la CAQ, certains mettent tout sur leur dos. Ils ont une certaine responsabilité dans tout ça, mais c'est le système politique qu'on a. Il faudra semer les prochains partis qui briguent la place, de dire ce sera quoi vos priorités. Parce que pour nous, les sondages le montrent, là, c'est la santé, l'éducation, le logement. En ce moment, on parle de faire une nouvelle... moi, la souveraineté, j'ai rien contre ça. On vit au Québec, mais je pense pas que c'est la priorité des Québécoises, Québécois, ici maintenant, n'est pas non plus de faire une nouvelle constitution québécoise. Là, ça, c'est des priorités qui viennent de haut. Il nous reste 1 minute. Donc, vous dénoncez les compressions. En pré-entrevue, je vous disais, c'est quoi les solutions? On a 1 minute. Vous avez à peu près 45 secondes pour me dire, on fait face à des déficits, des augmentations salariales que vous méritez, des différentes pressions au niveau financier, au niveau du... En 30 secondes, là, qu'est-ce que l'État devrait faire? J'enlève ma casquette de président. Simon Deschênes est citoyen qui paye ses impôts, s'attend à en avoir pour son argent, ça c'est clair. Puis les CLSC, on les a abandonnés. C'est au cœur d'une solution. Comment on fait pour pas qu'il y ait de gens trop à l'hôpital, à l'urgence, d'un CHSLD dans liste d'attente? Les CLSC devraient revivre, il faudrait réinvestir dans nos CLSC. Les infrastructures sont là. Tout ce qu'il faut, c'est faire un choix politique, d'accepter, de remettre l'essence même du rôle des CLSC en communauté, dans nos régions, qui donnent des soins en proximité. C'est ça la solution.
Puis après ça, pour chercher de l'argent, il faudrait revoir la fiscalité. Mais là, ça serait une autre entrevue. Parce que je ne suis pas certain qu'encore là, il y a peut-être une coupe de scènes qu'on va aller chercher là, sans parler des fiascos comme SACLIC et Nordvolt, qui c'est des milliards. Il y a de l'argent qui dort à quelque part puis qu'il faudrait aller chercher. Exactement, exactement. Okay. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Deschênes, c'est un plaisir. De votre visite. Nous éclaire sur les impacts que votre syndicat a remarqués dans notre système de santé, suite aux compressions exigées par Santé Québec. Donc, merci. En seconde partie d'émission, comme je l'annonçais en introduction, on parlera des terres contaminées au PFAS, des polluants éternels qui sont enfouis à Mascouche par l'Armée canadienne. Donc, restez avec nous, on en parle après la pause. À l'occasion d'une conférence de presse tenue récemment, les députés bloquistes Luc Thériault et Patrick Bonnin n'entendaient pas à rire, eux qui dénonçaient la politique de 2 poids 2 mesures appliquée par la Défense nationale quand il est question de traiter des PFAS au Québec par rapport à l'Ontario. Le Conseil régional de l'environnement de Lanaudière était de cette rencontre et personne n'est mieux placé pour nous en parler que Mireille Asselin, présidente de l'organisme. Bonsoir Mireille. Bonsoir. Bienvenue à nouveau à Vue d'ici. Merci. Donc, on va parler des PFAS. Donc, c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Ça a été dénoncé donc par les 2 députés, mais par vous précédemment. Oui. Et c'est quoi des PFAS? Les gens. Polyfluoroalkydés, c'est un composé chimique. Il y en a 1000 à peu près. C'est du carbone et du fluor. Puis on les retrouve dans beaucoup de produits, surtout dans les adhésifs ou les anti-adhésifs, les produits ignifuges puis imperméabilisants. Donc, là où on les a le plus, c'est les mousses qu'utilisent les pompiers pour... Puis dans les extincteurs. C'est là qu'il y en a le plus. Puis donc, l'Armée canadienne a des réserves de produits où il y a des PFAS à l'intérieur. C'est ça, je comprends? C'est plutôt des endroits, c'est des sites militaires où il y a eu des entraînements, puis il y a eu aussi les pompiers qui ont fait des entraînements sur ces sites-là. Puis il y a toutes sortes d'autres produits contaminés, là. Donc, les PFAS sur des sites militaires, il y en a énormément. Et en revenant à Luc Thériault et Patrick Bonnin, est-ce qu'ils ont raison de déchirer leur chemise comme ils le font actuellement par rapport à cette espèce d'enfouissement là, qui se fait? Oui. Pourquoi sont-ils... Bien, pour plein de raisons. Okay. Actuellement, on reçoit ici à Mascouche des terres qui sont contaminées, qui sont à Bagotville, un site militaire. C'est à peu près 150 000 tonnes. Donc, à peu près 5 000 camions là, qui se promènent de Bagotville à Terrebonne, ici, Mascouche, pour être enfouis. Ces PFAS-là pourraient être traités avant de les enfouir. Donc, on peut les rendre, enlever leur nocivité. Oui, c'est ça, en les traitant de façon thermique. Puis ça pourrait se faire à 40 km de Bagotville. Puis actuellement, bien, l'Armée a fait des devis, a fait des appels d'offres sans demander ce processus-là, seulement l'enfouissement. Donc, à quelque part, on reporte en avant le problème, c'est qu'on enfouit le problème. On le met en dessous du tapis, mais on ne le règle pas. Parce qu'il n'est pas traité, là. Bien non, c'est pas traité. Actuellement, c'est enfoui sans être traité. Et le phénomène qui se vit ici, c'est pas le même qui se vit en Ontario. Puis je pense que c'est là-dessus que les députés bloquistes disent... C'est un petit peu choquant parce qu'en Ontario, ils ont eu le même problème à Borden ou sur d'autres sites militaires, puis ils ont demandé de traiter les sols avant de les enfouir. Pas ici. Donc, il y a ici... comme un 2 poids, 2 mesures. Là. Donc, là-bas, c'est traité. C'est une... Puis la technologie existe, là, ce que vous dites tantôt. Il y a plusieurs... ça existe, à côté, oui, ça existe. Il y a plusieurs technologies pour les traiter. Puis il y a même des nouvelles technologies où on peut amener sur place les infrastructures pour décontaminer sur place les sols. Donc, ça veut dire qu'il n'y a même pas besoin de le transporter, là. Bien, ça existe. Ça pourrait se faire. Donc, c'est vraiment choquant là, de voir ça avec... En plus d'enfouir le problème, tous les GES, le transport, abîmer les routes. Sans compter qu'il peut arriver quelque chose entre les deux, là. On transporte des produits exactement. toxiques. Tout va mal. C'est quoi? C'était 450 km, je crois, de distance entre les deux? Entre 450 et 500 km. Et puis ça se fait ici, là, à Mascouche, là, oui, à exactement. 2 pas d'ici. Oui. La compagnie, on ne la nommera pas parce qu'elle n'est pas coupable dans cette... Non, la compagnie a répondu à un appel d'offres. Qui disait, bien,
vous avez la possibilité de l'enfouir. Il y a un trou là, dans la loi, quelque part. Là. Il y a des normes qui sont... Il n'y a pas de loi. Il y a c'est pas de justement ce qu'on normes. disait avant de... Oui, c'est ça. Les PFAS, c'est quelque chose qu'on on s'est aperçu dans les dernières années que c'est dangereux. Ça cause des problèmes pour la santé. Ça s'en va, ça peut percoler à travers les sols, s'en aller dans l'eau. On peut boire ça. C'est dangereux pour la santé. Évidemment, ce qu'on pense le plus, c'est le cancer, des problèmes de thyroïde, les bébés, les femmes enceintes. Il y a plein de problèmes avec ces produits-là. Juste pour préciser, là, la norme, on dit qu'il n'y a pas de norme. Donc, Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de norme. Il y a une recommandation. Mais en Ontario, est-ce qu'il y a une norme? Oui et non. C'est qu'en Ontario, on recommande 70 nanogrammes au litre. Okay. Le gouvernement canadien recommande 60 nanogrammes, mais c'est pareil comme sur un paquet de cigarettes. Okay. Quand on vous dit que Santé Canada vous dit que c'est dangereux pour votre santé, on n'empêche pas de vendre la cigarette. Bien, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de normes. Il y a plein de normes sur plein de produits. Il y a plein de lois, il y a plein de règlements, mais ici, au Canada, il n'y en a pas. Donc, aux États-Unis, il y en a une. Oui, c'est ça, lors de la conférence de presse à laquelle on assistait tous les deux. Les Américains en ont une. Qui est curieusement beaucoup plus sévère que celle qu'on a ici. Bien, c'est en bas de 10, c'est entre 5 et 10, puis c'est tellement fou. Bien, là, on est à 60, là, donc 5 et 10, c'est quand même. La recommandation quand même de 60. 10 fois moins, là, ouais. Bien, ce qui est grave, c'est qu'à cause de ça, ils ne peuvent pas enfouir eux autres là-bas. Ça fait qu'ils les envoient chez nous. Ça fait qu'on reçoit aussi des sols américains. Les PFAS d'ailleurs. Là. Oui, on reçoit aussi des États-Unis. Mais là, si je comprends bien, vous m'éclairez si je me trompe, là. Donc, ça veut dire que si on a une norme canadienne qui n'est pas une norme... Qui n'est pas une norme, c'est une recommandation. Ça veut dire qu'au Québec, on a appliqué une politique d'appel d'offres qui est complètement différente de celle qui est en Ontario. Oui. C'est une injustice totale, là. Oui. OK, donc ils ont vraiment raison d'être fâchés, les deux, là. Puis oui. vous aussi. Puis vous aussi, par la même occasion. Bien, moi, je suis fâchée de façon générale sur les PFAS, qu'on ne fait rien pour traiter ça. Puis on peut pas nécessairement les diminuer, j'imagine. Il n'y a pas d'utilité de ça. Bien, actuellement, on commence à en empêcher la vente. Il commence à y avoir des ventes de produits qui sont... Oui, il commence à y en avoir un peu là, pour empêcher soit la production, soit la vente. Ça commence. Mais c'est pas encore... Mais on a ceux qui sont déjà là à traiter, comme le site de Bagotville. C'est parce que c'est des choses qui sont déjà sur place. Ah, puis moi, ça me dépasse. Je pensais qu'il y avait des règles. Puis bon, j'ai du mal à suivre la conférence de presse. Je m'en excuse auprès de des deux députés et de vous. Moi, je pensais qu'il y avait vraiment une norme ontarienne qui était plus sévère, mais c'est pas ça du tout, là. C'est vraiment qu'il y a eu un appel d'offres vraiment pour sauver des sous au Québec. On a passé un appel d'offres. Au lieu d'aller à 40 km ou d'amener ça chez nous. Oui, puis il faut savoir qu'au départ, le problème de déplacer ça, c'est parce qu'à la baie, la ville qui est à côté, il y avait une contamination de l'eau au PFAS. Puis ça cotait à 300 000 nanogrammes au litre. On est pas mal au-dessus, là. Ça fait qu'il y avait un problème d'eau là-bas, dans ce secteur-là, puis c'était clair que c'était Bagotville qui contaminait. Ça fait que Bagotville, on dit, crème, il faut qu'on fasse quelque chose, on est responsable. Donc, on va enlever la terre de là. On l'envoie à Mascouche, sur le bord de la rivière. Belle solution. La technique est utilisée par l'entreprise là, qui a remporté. C'est un système de filtre. OK? Puis, lors des discussions qu'il y a eu lors de la conférence de presse, ils disaient, bien là, pour arriver à un système de filtration qui serait idéal, il faudra changer les filtres régulièrement. Sinon, ça risque de s'évaporer dans la nature. Bien, c'est pas tout à fait ça, mais ça... OK. Vous êtes un peu dans la bonne direction. Okay. On appelle ça une cellule. Mm-hmm. Donc, l'argile est assez... il y a plusieurs épaisseurs d'argile, puis il y a des couches de membrane qui sont mises là. C'est mis à l'intérieur, c'est fermé. On recouvre ça avec des matériaux. En principe, ces cellules-là devraient être étanches. Puis, ça fait des années qu'on fait ça, mais c'est étanche pour combien de temps? T'sais, si je vous fais un vêtement ou n'importe quel matériau, ça finit par fuir. Puis actuellement, quand on parle de filtre, c'est parce qu'il y a des eaux de lixivia qu'on appelle, donc l'eau passe à travers là, tout ça, puis ça s'en va... dans les étangs dans des drains. Puis il y a des filtres. Ça s'en va dans des étangs aérés où on traite l'eau. Oui. Donc, ces filtres-là, actuellement, selon ce qu'on connaît, il faut changer les filtres souvent pour les PFAS. Sinon, il risque d'avoir des risques de contamination.
Oui, c'est ça. Bien, on ne connaît pas encore la Non, je technologie. comprends. Puis c'est pour ça que je vous dis, il y a plein d'autres matières qui doivent vérifier s'il y a de l'arsenic, s'il y a du cuivre, s'il y a plein d'autres trucs. Mais les PFAS, c'est nouveau, puis il n'y en a pas de normes. Donc, c'est difficile de savoir combien ont été traités, nettoyés ou retenus. Puis l'autre problème, c'est qu'une fois que tu as ces filtres-là, tu fais quoi avec les filtres? Il faut s'en débarrasser. Ben oui, aussi. Tu les envoies à l'usine, On ils va vont les les brûler à retourner, l'autre. Là, c'est ça, on va les retourner à Bagotville. Parce que là, récemment, on a appris, c'est la presse, je pense, qui a fait un texte là-dessus, là, sur les fameux BPC, parce que le site qui est actuellement occupé par l'entreprise qui travaille là-dessus, il y a eu des actions tenues. Je vais laisser parler un petit peu de l'historique. Je le connais un peu parce que j'étais journaliste dans ces années-là, mais peut-être nous parler un petit peu de ces fameux risques à long terme. Parce que c'est là, les PFAS qu'on vit là, il va se passer quoi dans 30 ans? Parce que c'est un petit peu ça l'exemple. Là. On a vécu la même chose dans les années 70. Sur ce site-là, il y a des BPC qui ont été enfouis, puis dans une cellule qui était supposée être temporaire, mais qui était supposée être étanche, qui est une cellule qui appartient à ce qu'on appelle le passif environnemental. Donc, c'est le ministère de l'Environnement qui a mis des BPC dans une cellule. Puis il y a un an, quelques mois, en fait, ils étaient tenus par un BAP de nettoyer cette cellule-là depuis 10 ans, ce qu'ils n'avaient pas fait. Ils avaient pelleté en avant, eux autres aussi. Puis on s'est aperçu dans les derniers mois qu'il y avait des BPC autour de la cellule. Donc, ça fuyait, cette cellule-là. On le voit, elle a, je ne sais pas, 20, 30, 40 ans. Ça fuit. Donc, puis il y a une responsabilité. Hein? L'entreprise qui avait ce site-là, les Vidangeurs de Montréal, au départ, a fait faillite. On s'est ramassé avec la patate chaude. Exact. Donc, il va se passer quoi avec des PFAS dans un site à Mascouche dont on ne sait pas dans 30 ans, il va se passer quoi? C'est ça la grande question. Poser la question, c'est un petit peu y répondre. C'est ça, en espérant, parce qu'il n'y a pas de projet de contingence, de faire attention, de protéger, il n'y a pas de montant mis de côté pour protéger tout ça là, à long terme. Là. Bien, c'est sûr que le site en question a des obligations, puis quand tu arrives à fermer un site, ils ont quand même certaines responsabilités, mais 20 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, ça va toujours être là, les PFAS qui sont enfouis, comme l'ont été les BPC, qu'actuellement, ils sont en train de récupérer puis d'essayer de traiter. Là. Exactement. Je vous remercie, Mireille, de votre visite merci. à notre émission. Il va y avoir une pétition qui va circuler bientôt, où les gens de Mascouche et les environs vont pouvoir signer. Puis ça va être sur le site de la Chambre des communes. Ça va être la pétition 6969. Donc, bien, merci beaucoup de votre visite. Nous suivrons ce dossier-là de très près au cours des prochains mois. Donc, merci beaucoup de nous avoir sensibilisés à ça. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, merci beaucoup de votre présence parmi nous. On espère vous retrouver la semaine prochaine à une nouvelle édition de Vue d'ici.